je suis Géraldine Jakowski. Je suis responsable marketing communication au sein du groupe Prium et je co-anime cet afterwork avec Julien Grammage, qui est coach et conférencier. Coach, ses spécificités sont le management, le leadership et la prise de parole en public. Nous co-animons ce soir cet afterwork qui est justement dont la thématique est le coaching et comme vous l'avez tous vu, on va vraiment vous donner toutes les informations sur comment devenir coach. Voilà. Alors, un petit mot sur le groupe Prium. Donc, notre activité principale, notre domaine d'activité, c'est le portage salarial. Et nous avons donc 3 entités qui vous accompagnent sur le portage salarial. Donc, Prium Portage. Donc, Prium Portage qui s'adresse aux consultants, aux freelances, à tous les indépendants, aux managers de transition et aussi aux coachs, qui sont plusieurs à nous avoir rejoints cette dernière année. Au niveau du portage salarial. Il y a aussi une entité Prium City pour le portage salarial qui s'adresse aux négociateurs et aux mandataires immobiliers. Et puis, une entité formation, Prium Formation. Donc, cette entité donc, propose du portage salarial, mais aussi de vous accompagner pour proposer vos formations sur notre plateforme Prium Formation pour pouvoir commercialiser et vendre vos formations. Donc ça, c'est l'entité Prium Formation. Voilà. Et ce soir, donc en fait, nous avons un intervenant qui est salarié porté de Prium Portage et qui est coach et conférencier et qui va justement nous présenter le métier de coach auquel vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur comment devenir coach, quelle formation, quel parcours, quels sont les besoins, les ressources et combien de temps ça prend de devenir coach. Julien, je te laisse la parole. Donc, bonsoir à tous. Merci Géraldine pour la présentation. Du coup, je me présente un petit peu. Donc, je suis, comme Géraldine l'a dit, coach plutôt spécialisé en management, en leadership, en prise de parole. J'ai été certifié en 2013, donc ça a commencé à dater. Et donc, comme Géraldine l'a dit, je suis porté chez Prium Portage, mais également aussi chez Prium Formation. Donc, je concilie à la fois les activités de coaching, de formation, de conférencier. Et pour le coaching, c'est plus, j'accompagne des managers, des dirigeants dans leurs problématiques de communication, dans leurs problématiques de leadership, dans la confiance en eux, dans les thématiques de communication, comment s'affirmer face à son équipe, comment collaborer aussi avec différentes équipes. Donc, ça varie en fonction de différentes thématiques de coaching. Et c'est ça qui est intéressant dans le métier de coach. Et il faut savoir juste un truc, c'est qu'à la base, quand on se forme au coaching, on ne choisit pas vraiment les spécialités. C'est après seulement qu'une fois qu'on est certifié, en tout cas pour ma part, qu'après, on commence à aller dans les domaines qui nous intéressent et les problématiques qui nous intéressent. Donc, Géraldine ne l'a pas cité, mais j'ai également j'ai toujours un cabinet de thérapeute, on va dire. Donc, c'est là où je fais aussi du coaching de particuliers. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on est coach, on peut accompagner à la fois dans le monde professionnel et chez les particuliers. Et des fois, des problématiques de particuliers touchent aux professionnels et les problématiques de professionnels touchent aussi aux particuliers. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Voilà. Très bien, merci Julien pour cette présentation. Alors. Donc, en fait, on a fait un petit filage avec différentes thématiques. Ce que je te propose, c'est de prendre le premier point et de nous parler de ce premier point. Je te laisse commencer. Sur la définition de coaching, par exemple, Géraldine ? La définition de coaching, mais surtout la définition du métier de coach, oui. D'accord. Alors, première chose que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est que quand on parle de coach, avant tout, on parle de posture. Donc, avoir une posture de coach, ça veut dire grosso modo avoir la démarche de coaching, quel que soit son métier. On peut très bien être commercial et avoir aussi une posture de coach. Donc, à la base, le coaching, c'est une posture. Et ensuite, si on veut en faire son métier, on entend le micro. Pour ma part, il est bon
de se certifier, c'est-à-dire qu'en gros, de se former tout simplement dans l'accompagnement de problématiques diverses et variées pour acquérir cette posture professionnelle de coach. Et ensuite, quand on a cette posture, ensuite, on va l'appliquer sur des thématiques précises. Alors, la posture de coach, à un moment, Géraldine, tu l'as dit en introduction, jusqu'à quand on devient coach? En fait, on l'est tout le temps. Une fois qu'on est formé, qu'on est certifié, on adapte cette posture de coach dans différents points, dans différents métiers. Et grosso modo, cette posture de coach, ça nécessite de l'écoute, donc savoir bien écouter son individu, savoir poser un problème. Quand un client vient nous voir pour un problème, ça veut dire en gros trouver la demande cachée de ce problème. Donc le bon coach, normalement, c'est celui qui voit à l'intérieur de l'individu ou à l'intérieur du problème, donc qui arrive à ressortir la demande cachée du problème. Et ensuite, un bon coach se doit d'avoir aussi des outils avec lui. Alors, soit il est intuitif et il arrive à solutionner, mais ça ne marche pas à tous les coups. Soit il a une baguette d'outils. Donc, ces outils-là, ils peuvent provenir de différents courants de développement personnel. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup la programmation neurolinguistique, l'approche systémique. Si on veut s'améliorer, par exemple, en communication, on a aussi la communication non violente. Donc, en fait, il y a plein d'outils divers et variés qui enrichissent la palette du coach. Et c'est après au coach de s'approprier ou de choisir avec quels outils il veut travailler, sachant quand même que le premier outil, le principal outil, c'est l'écoute. Parce que savoir écouter, c'est vraiment, encore une fois, cerner la demande cachée, par exemple, et aller plus loin. Et surtout, ce que je n'ai pas dit, Géraldine et Denis maintenant, la posture de coach, ce n'est pas du tout du conseil. Donc, on n'est pas dans une posture de consultant. La vraie posture de coach, c'est on demande au client de lui-même trouver ses solutions. Donc, c'est par la puissance de nos questions, donc la puissance des questions du coach, qui va faire que le client va trouver ses solutions. Donc, c'est ça la vraie définition du coach, c'est que le coach amène son client à la solution, mais le coach ne remplace pas le client et ne va pas lui donner la solution. Donc ça, c'est la vraie définition du coaching. Et il faut savoir aussi que le mot coaching nous vient surtout du sport, donc des États-Unis, où les entraîneurs on les appelait à ce moment-là les coachs dans les années 70-80. Le mot coach est après arrivé en France de manière naturelle. Et ça a eu une grande notoriété, surtout avec Aimé Jacquet et la Coupe du Monde 98, où on a vu en fait que la posture d'un entraîneur, c'est la posture d'un coach. Le coach ou l'entraîneur ne va pas dire, par exemple, à Zidane comment jouer au foot, mais va plutôt lui amener de la confiance, l'écouter, le questionner pour faire en sorte que Zidane soit au meilleur de sa forme le jour J d'un match de football. Et c'est la même chose pour un manager. Quand on va accompagner un manager, on ne va pas lui apprendre son métier, mais on va faire en sorte qu'il puisse donner sa pleine puissance de ses compétences le jour J, s'il a par exemple une réunion à animer, une présentation à présenter, etc. etc. Je sais pas Donc, si. pour toi, c'est très bien, c'est parfait, Ok. c'est très clair. Donc, pour toi, première qualité, l'écoute active. L'écoute active, alors moi, je rajouterais l'écoute active empathique. Voilà, Très bien. c'est vraiment le fait de pouvoir se projeter dans la problématique de l'autre. Et moi, ce que j'entendais, ce que tu disais, c'est ne pas lui apporter les solutions sur un plateau, mais justement, par rapport à cette écoute active empathique, pouvoir lui être un miroir et lui poser les bonnes questions pour que lui-même puisse trouver la solution. Mm. OK, parfait, Alors, juste un truc, parfait, parfait. Géraldine, je rajouterais par rapport à ton mot qui est très bien l'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, euh, un accompagnement de coaching, ça dure plusieurs séances aussi pour laisser autant au coach de rentrer ce que j'appelle dans la VDM de l'autre, c'est-à-dire la vision du monde de l'autre. Pas la vie de merde de l'autre, mais la vision du monde de l'autre. Parce que si on veut comprendre celui qu'on accompagne, on se doit de poser encore une fois des bonnes questions, mais savoir surtout comment lui vit son métier ou sa vie par rapport à la problématique donnée. Pourquoi? Parce que l'écoute active, empathique, comme tu dis Géraldine aussi, ça suppose aussi et là c'est là qu'on va rentrer aussi dans une autre approche, c'est si on n'écoute que la vision de notre coaché, on va faire juste du soutien. Et pour ça, on peut très bien prendre un café le coaché peut très bien voir ses amis et se faire soutenir. Si on fait appel à un coach, c'est aussi que le coach puisse voir
à côté de son environnement ou dans son environnement, à la fois ses points forts, mais aussi ses points faibles. Quand par exemple on demande enfin, un coaché qui se fait accompagner, il se doit d'entendre des mauvaises nouvelles. Il se doit de peut-être se dire que bah, finalement, là, tu raisonnes que en cognitif, tu ne laisses pas parler tes émotions. Et c'est peut-être pour ça que Robert en question te parle comme ça. Donc, ça veut dire aussi que le coaché reçoit aussi et est prêt à recevoir ses points d'amélioration. Sinon, ça devient juste du soutien et c'est tout. Et donc, du coup, l'empathie, c'est de se mettre à la place du monde de l'autre, donc du coaché, mais aussi de l'environnement de travail. Et souvent, on s'aperçoit que coacher un individu ou une équipe, c'est aussi coacher l'environnement de travail. C'est peut-être voir aussi que dans l'organisation de travail, il y a peut-être un problème qui rejaillit sur le coaché, mais ce n'est pas entièrement que la faute du coaché, c'est peut-être le coaché et son N+1. Donc là, on va apprendre, en gros, au coaché comment mieux dialoguer ou comment mieux travailler avec son N+1. Et ça peut être ça aussi la solution d'un coaching, par exemple. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, les participantes? Est-ce que vous avez des questions sur ce point ou est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, une réflexion à ce que vient de nous partager Julien? Donc, on continue, on continue sur le métier de coach. Alors, c'est très bien. Ah, alors attends, très clair, merci beaucoup. Les petits messages dans le chat. Alors justement, parce que là, on est aussi, enfin, tu es rentré dans l'accompagnement et le coaching. Moi, j'aimerais savoir ce que tu es en train de nous dire. Est-ce que ça s'apprend? Quelle formation alors, c'est vrai que toi, tu as suivi une ou plusieurs formations, mais quelle formation il faut faire, il faut suivre pour devenir coach? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, je vais vous raconter ma petite histoire. En fait, dès l'année 2002, je voulais être coach. Donc, grosso modo, je savais que plus tard, je ferais du coaching, même avant on va dire, de faire des études. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le monde du sport m'intéressait beaucoup, mais pas forcément être en performance sportive, mais plutôt comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un individu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui déjà peut s'intéresser au coaching rien qu'en lisant des livres ou en s'intéressant à la psychologie de manière générale. Ça, c'est, on va dire, le niveau 1, on va dire, de l'apprentissage au coaching. Et puis après, on peut trouver des bouquins, il y en a maintenant pléthore dans les librairies de développement personnel, où malheureusement, c'est plutôt du conseil que du coaching. Mais ça fait partie aussi de la connaissance, pour moi, du développement personnel. Si après, on veut se perfectionner dans le coaching, c'est bien de faire une école. Alors, une école, il y en a pareil beaucoup, mais des écoles qui, pour moi, délivrent une vraie certification, c'est-à-dire avec un vrai examen en fin d'année et un mémoire aussi à proposer en fin d'année. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une formation dans une école de coaching. Pour la petite histoire, à l'épreuve de coaching type, donc la plus grosse épreuve, bah, j'ai eu une très très bonne note, donc j'étais content. Mais j'avais vraiment mis enfin c'était vraiment, encore une fois, comme je le disais au tout début, une question de posture. Donc de posture, d'écoute, d'analyse du problème. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on en redemande. C'est-à-dire que être certifié juste après une première, on va dire, année de formation, ça ne suffit pas. On a envie d'apprendre plus. Donc, c'est pour ça qu'après, on peut apprendre des outils de manière spécifique. Moi, j'ai appris, on va dire, la programmation neurolinguistique jusqu'au niveau maître praticien. Et comme d'autres peuvent apprendre la CNV, comme d'autres peuvent apprendre l'approche systémique. Donc, c'est bien d'avoir des outils en plus pour asseoir sa posture de coach. Euh, ou alors, on peut très bien aussi, si on n'a pas envie d'apprendre d'autres techniques, refaire, et à ce moment, il y a des écoles qui le font, qui le proposent, la formation de coaching, mais cette fois en tant que formateur ressources. Donc, on retrouve les cours qu'on a fait, mais cette fois dans une autre posture, celle de ressources, c'est-à-dire, comme ça, on a une deuxième relecture de tout ce qu'on a appris avec du recul et de l'apprentissage. Et ça nous permet d'asseoir notre posture de coach et d'être ce que j'appelle en posture méta. Donc, méta, c'est vraiment prendre du recul sur quelque chose. Donc, c'est comme si on avait un troisième regard en plus de notre regard de coach. Donc, ça permet d'être encore plus clairvoyant sur des problématiques diverses et variées et d'affiner son analyse et encore une fois, sa posture et son recul de coach. Donc, formation lambda, on lit des livres.
Ensuite, soit on décide de vraiment se former, d'avoir une posture. Et donc, on est certifié coach. Et ensuite, si on veut apprendre d'autres outils, ben, on continue d'apprendre. Et moi, je continue d'apprendre, soit en lisant des bouquins, soit en regardant une technique précise. Mais grosso modo, à la fin, on voit toujours, que ce soit de l'analyse transactionnelle ou de la systémie, on arrive souvent au même point. Et donc, en fait, la meilleure des écoles, c'est aussi la pratique. Donc, ça, c'est vraiment le dernier point, c'est qu'on peut très bien apprendre et se perfectionner en pratiquant. Et c'est surtout la pratique qui va asseoir aussi sa posture de coach. Voilà. Très bien, merci pour toutes ces informations. Est-ce que au sein des participants, des participantes, il y a des questions? Si vous voulez les poser, vous pouvez les poser sur le chat. Moi, j'ai plusieurs questions à poser à Julien, mais je souhaitais savoir si vous aviez des questions. Donc, pas de questions. Moi, Julien, je souhaitais savoir. Donc, en tout début, tu nous as parlé de développement personnel. Est-ce que pour devenir coach, en premier lieu, il faut faire un travail sur soi, c'est-à-dire qu'il faut donc travailler sur soi et faire du développement personnel. Ouais. Très très bonne question, Géraldine, et la réponse est un grand oui. Déjà, rien qu'en passant sa certification, moi je me souviens, j'ai fait un travail sur moi parce que je voulais nettoyer ce qu'on appelle les nœuds qui nous empêchent par exemple, si on coach une personne et qu'elle a le même problème que vous, bah, ça va être compliqué de la coacher. Donc, c'est très bien de faire, par exemple, des séances de psy ou de faire un vrai travail sur soi en amont. En tout cas, pour nettoyer, on va dire, ces nœuds psychologiques, relationnels ou autres. Déjà, ça vous fait du bien et puis ça permet encore une fois de prendre de la hauteur et ne pas d'être en mode copain dans un café. Ah bah oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Bah, t'inquiète pas, j'ai fait ça. T'as qu'à faire la même chose. Ça, c'est pas du coaching. Par contre, comprendre la problématique de la personne parce que, entre guillemets, on l'a eu et on s'est fait soigner ou accompagner par rapport à ça, bah, c'est toujours un plus. Et autre chose, Géraldine, que je n'ai pas dit, mais le coach se fait superviser. C'est-à-dire que dans sa pratique, ça arrive, par exemple, moi, de temps en temps, on va dire une fois tous les 4 mois, peut-être, ben, je vais voir un superviseur. Alors, superviseur, c'est un grand mot, ça peut très bien être un coach, ça peut très bien être un thérapeute, peu importe, mais pour, pareil, entre guillemets, nettoyer toujours bah, nos blessures émotionnelles, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre. Et c'est bien de sortir de ça pour retrouver, on va dire, sa neutralité et se nettoyer, tout simplement. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, en tant que coach LinkedIn, c'est vrai que par rapport à tout le chemin qu'il y a eu pour justement pouvoir développer cette écoute active et cette empathie, et bien justement, j'ai aussi fait du développement personnel et ça nous permet aussi de nous détacher. En fait, quand tu dis, voilà, Ouais. c'est-à-dire de ne pas se retrouver comme si on prenait un café. Non, non, justement, on peut se détacher de la problématique qui est exposée, même si nous, on l'a traversée ou si on l'a vécue, pour pouvoir être objectif dans les questions, dans le questionnement que l'on va faire à la personne qu'on accompagne ou que l'on coach. Donc ça, c'est important. Donc c'est vrai qu'au démarrage, commencer par un travail sur soi, comme tu l'as dit, que ce soit par une thérapie individuelle, ou alors moi, ce que je recommande aussi, c'est de faire des thérapies collectives, parce que lorsque justement on participe à des thérapies collectives, on peut déjà voir que le thérapeute, même s'il n'est pas coach, prend une posture où justement il va pouvoir y avoir des jeux de rôle et donc on va pouvoir se projeter un petit peu en tant que coach Mm. dans l'observation de ces jeux de rôle et Alors, dans l'analyse du règlement des problématiques qui ouais. sont faites. Juste, Géraldine, ta remarque me fait réagir. Et donc, quand tu as dit thérapie collective, il y a aussi quelque chose qui est très bien, c'est de faire des activités annexes, mais collectives. Je pense au théâtre, par exemple. Moi, par le passé, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et en fait, ce qui est intéressant au théâtre, c'est qu'on apprend des rôles. Donc, on se met normalement dans la peau d'un personnage. Et en fait, quand on se met dans la peau d'un personnage, c'est exactement comme au coaching, on se met dans la peau de notre coaché. Donc, on essaie de comprendre sa manière de penser, sa manière d'agir.
Et ça permet déjà de se mettre en posture méta et déjà de se questionner sur qui est l'individu sur lequel, avec qui on joue, entre guillemets, ou qu'on représente. Et c'est exactement la même chose en coaching. Donc, par exemple, moi, ma pratique de théâtre, je l'utilise énormément aussi quand je fais de la formation ou même du coaching, parce que forcément, on a un personnage, mais on a aussi un autre personnage, et on a aussi le lieu où on travaille, ou en tout cas le personnage joue dans la pièce. Et en fait, le fait d'avoir vu ou lu plein de pièces de théâtre ou joué des pièces de théâtre, bah, ça permet aussi d'avoir on va dire, ce bagage-là d'analyser une représentation, d'analyser ce qui se passe, une situation pour un coaché. Et donc, en fait, les thérapies collectives, c'est très bien aussi parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de mini-problèmes et qu'il n'y a pas une solution pour un problème. Donc, ça suppose, dans votre future posture de coach, de vous dire, bah, tiens, c'est pas parce que Robert, il a eu ça comme problème que je vais appliquer la même solution. Donc, voilà pourquoi je voulais dire tout ça. Merci à toi. Alors, c'est vrai qu'on n'utilise pas, enfin, je veux dire, dans nos échanges, on utilise pas mal de mots comme la CNV, donc la communication non violente. Enfin, c'est vrai que, est-ce que si vous avez besoin qu'on écrive ça dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que par rapport à toi, tu pourrais nous donner le nom de ton école de formation et puis ou alors nous conseiller là ou les écoles. OK. Comme ça, je vais pouvoir les écrire pour que les participants puissent avoir des écrits par rapport à OK. ça. Et attends, juste, donc il y a Nadia qui nous a mis un petit message. Merci Nadia parce qu'elle nous écrit plein de choses. Le travail sur soi est en effet indispensable pour pouvoir ensuite accompagner ses futurs clients. Merci Nadia. Et donc, voilà. Donc, le chat est ouvert et je vais pouvoir écrire si tu as des conseils, soit de lecture, soit des conseils au niveau des formations. Je vais pouvoir les écrire dans le chat. Je te laisse la main. OK. Donc, l'école que j'ai choisie pour me former, c'était l'école française de coaching. Et elle s'appelle toujours comme ça, c'est l'EFC. Et en fait, j'ai choisi une école qui soit reconnue, donc qui nous propose au moins un niveau de reconnu par l'État. Et puis, alors, ce que je Alors, conseille, ouais, juste, Julien, alors, donc tu as choisi l'EFC. ouais. Alors, c'est un cycle de combien de temps, En fait, l'EFC? il y a plusieurs programmes, mais moi, ce que j'avais choisi, comme je travaillais en même temps, j'avais choisi la formule week-end. Et donc, ça m'avait amené, si je me souviens bien, au moins sur 6 mois de week-end, plus le temps d'apprentissage, parce qu'on nous demande du travail aussi, d'accompagner des personnes, plus le mémoire en fin d'année, enfin en fin de cycle. Donc, ça prend bien facilement 6 mois. Mais je crois que finalement, enfin 6 mois ou presque un an, parce que je crois que ça m'avait duré jusqu'à un an. Donc, ça dépend des formules. Il y en a qui proposent des formules week-end, d'autres qui proposent des formules en semaine. Donc là, c'est plus rapide. Et puis, je me souviens que dans cette école, il y avait aussi des options d'outils déjà. Donc, c'est pour ça que la durée, elle est variable. Après, moi, ce que je vous conseille à tous, c'est de trouver la bonne école, c'est-à-dire celle qui vous plaît déjà en termes de personnes qui vont vous coacher, parce que finalement, comme tu l'as dit, Géraldine, quand on fait une école de coaching, on fait aussi une analyse de soi-même, même en école de coaching. Donc, c'est bien d'avoir des bons formateurs en face. Et puis, je vous conseille de rejoindre une école qui fait partie du réseau, alors soit EMCC. Donc, EMCC, c'est l'Association européenne du coaching. Donc, eux, ils sont vraiment nickel chrome en termes de déontologie, en termes de pratique. Donc, toutes les écoles qui sont référencées EMCC, c'est bon. Enfin, il y a rien à dire. Ou alors un autre réseau, mais je n'ai plus. Ah oui, c'est ICF aussi. Donc, soit réseau EMCC, soit réseau International Coaching Federation. Excusez-moi mon anglais. Mais sinon, le reste, hors EMCC ou hors ICF, j'ai des doutes. Donc, si ce n'est pas certifié, si ce n'est pas reconnu par une grosse association de coaching, n'y allez pas. Donc, vraiment qu'elle soit Voilà. reconnue en termes de déontologie, surtout. D'accord. Donc, les écoles référencées EMCC,
Donc, OK. Et puis, Nadja nous l'avait indiqué, le réseau ICF dont tu Ouais, viens de parler, toutes les écoles exactement. référencées sur le réseau ICF. Ouais, OK, très bien. Il y a aussi Amida qui nous a dit qu'il y avait la Haute École de Coaching à Paris. ouais, c'est vrai. Donc, aussi. Alors, justement, donc là, on voit qu'il y a différentes écoles. Est-ce qu'il faut un diplôme particulier? Ah non, alors, est-ce qu'il faut avoir un parcours particulier pour rentrer dans ces écoles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dossier à l'entrée? Est-ce qu'il y a des dossiers de candidature? Pourquoi tout le monde ne peut-il pas faire la haute école de coaching à Paris? Comment ça se passe? Alors, je vais dire peut-être un truc qui va bousculer un peu les écoles, mais souvent les bons formateurs, on les retrouve dans plusieurs écoles. Donc, en fonction du tarif que vous financez, vous pouvez financer aussi une école un peu moins chère. Vous pouvez retrouver les mêmes formateurs. Donc, ça c'est après à vous de faire votre enquête. Mais je sais que moi, j'ai suivi dans l'école où j'étais, voire peut-être dans d'autres stages, on va dire, des formateurs qui exercent aussi, par exemple, à HEC ou ailleurs. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le petit monde des bons coachs, on va dire, qui exercent dans les bonnes écoles de coaching. Sinon, au niveau du parcours antérieur, en fait, il n'y a pas de diplôme type, hein. Tout le monde peut être coach, un ingénieur, un commercial, tout ça, il y a pas de problème. Mais par contre, il faut aimer l'humain, c'est-à-dire aimer comprendre l'homme ou la femme, aimer passer du temps avec ces personnes-là. Et encore une fois, normalement, avant de rentrer dans une école, vous avez un vrai entretien qui va vérifier ça, qui va vérifier si vous voulez être un coach, un vrai coach, ou alors un coach qui suit juste la mode et qui veut juste, entre guillemets, se la péter pour se dire coach. Et ça, c'est le premier point et c'est vraiment important parce qu'à l'époque où moi j'ai passé ma certif, c'était donc en 2013, j'ai peur qu'aujourd'hui tout le monde rentre dans les écoles comme ça et sans vraiment d'entretien préalable, sans vérifier le bien fondé et le pourquoi de la personne qui veut être coach. Donc déjà, aimer l'humain au sens large, aimer passer du temps, aimer écouter et pas juste prodiguer des conseils ou donner des conseils. Et deuxième chose, normalement, une bonne école certifie donc l'individu qui s'est inscrit en coaching et a le droit de ne pas certifier l'individu. Moi, ça m'est arrivé une année ou 2 années, j'ai fait jury ou de certification. Et les personnes justement qui n'avaient pas cette écoute, qui n'avaient pas cette patience, qui n'avaient pas cette posture, bah, elles n'étaient pas certifiées. Et c'est vraiment là où il y a une bascule, je crois, depuis 2, 3, 4 ans. Un coach business n'est pas un vrai coach. Un vrai coach, normalement, c'est quelqu'un qui aime l'humain, qui aime dialoguer, qui a de l'écoute, qui ne va pas donner de conseils. Et encore une fois, c'est une posture globale de coach. Et d'ailleurs, toutes les formations de leadership qu'on voit aujourd'hui, c'est presque de la posture de coach. J'interviens sur un module de leadership coaching, par exemple, dans une école. Euh, la posture de leader, c'est finalement les bons éléments du coaching qu'on va mettre dans la posture de leader. Et non pas le leader comme on a vu dans les années 70-80, je suis numéro un et entre guillemets, j'éclate tout le monde. Donc, cette posture-là, cette posture basse, qu'on appelle la posture basse de coach, on doit la valider dès l'entretien avant de rentrer en formation. Voilà. C'est très intéressant. Merci pour tous ces éléments, surtout si tu as été jury, pardon. Donc, tu peux nous faire des feedbacks comme ça très, très intéressants. Alors, moi, j'ai envie de demander, est-ce que Johanna, est-ce que Marie, est-ce que Arnaud, est-ce que je vois tous les participants? Est-ce que Karine, est-ce que Amida, Elisabeth, Liliane, Alima, c'est le moment, posez vos questions à Julien. Donc, il est passionné par le coaching, il exerce depuis des années en tant que coach, il est aussi jury dans les écoles. Donc, n'hésitez pas, posez-lui vos questions. On est là, c'est un afterwork qui est interactif, donc il est vraiment là pour y répondre. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas si vous pouvez activer vos micros, mais en tout cas, vous avez accès au chat et vous pouvez en direct lui poser vos questions par rapport à ce qui vient de se dire ou nous partager votre réflexion. Hein, d'accord. Donc, Amida nous dit, pour la haute école de coaching, il y a effectivement un entretien de candidature. Oui, en effet, comme on vient d'en parler. Alors, on nous demande, donc Amida nous demande où s'orienter pour trouver un superviseur.
Sur LinkedIn, par exemple. En grosso modo, c'est facile de trouver superviseur sur Internet, sur Google. Encore une fois, le mot superviseur, c'est c'est un grand mot, hein, il y a pas de souci. Mais euh, dans la continuité d'un coaching, une fois qu'on est certifié coach, en tout cas qu'on est coach, qu'on le pratique, le mot superviseur, encore une fois, ça peut être aussi un autre thérapeute, ça peut être un autre coach. Superviseur, c'est à la limite, je rejoindrai Géraldine pour la supervision. Si vous voulez faire de la supervision, autant faire de la supervision en mode coaching collectif que supervision individuelle. Donc, si c'est pour de l'individuel, autant prendre soit un superviseur ou soit un thérapeute. Si c'est de la supervision pure et dure en post-coaching, vaut mieux faire de la supervision collective. Et effectivement, les bonnes écoles, en général, proposent l'année après le coaching de peut-être 6 mois ou un an d'accompagnement en supervision collective. Et ça permet, encore une fois, aux coachs certifiés de s'apparenter à différentes thématiques, différents problèmes. Et c'est quelque chose aussi, la supervision, qu'on peut retrouver, par exemple, dans les qu'on appelle les... j'ai un trou. Les mots anglais, là, les mastermind. Alors, ce n'est pas mastermind de coaching, mais c'est un peu l'équivalent. C'est-à-dire que des gens vont dans une sorte de réunion collective, discutent de leur thématique de coaching, et puis après, il y a un superviseur principal et les autres qui vont aider à la supervision collective de l'individu. Donc, ça, c'est plus intéressant pour améliorer ces pratiques. Et encore une fois, ça peut être encore une fois soit un coach, soit un thérapeute aussi pour superviser. Voilà. Eh bien, parfait. Merci pour cette réponse. Il y a Liliane qui nous demande, et évidemment, c'est marrant parce que justement, on parlait de reconversion professionnelle et moi, je travaille aussi sur un article qui s'appelle Side Project. Et justement, Liliane nous demande quelle serait la meilleure option pour se former lorsque nous sommes en poste à temps plein. Ok, Comment très bien. justement avoir ce side project à côté, de se dire, ben, à un moment donné, je vais amorcer ma reconversion, je vais me lancer, je vais me former, je vais me lancer en tant que coach, mais comment démarrer, amorcer cette reconversion lorsqu'on est en poste à temps plein? Mais en tant que coach ou avant de se former c'est être coach à temps complet, enfin, quand on a un boulot à temps complet ou alors Alors, avant de Liliane se nous former? dit, je suis en poste à temps complet Ah, et pour se former, ouais. j'aimerais Pour devenir se former. coach. Ouais. Ok. Et ben, c'est la formule week-end. Formule week-end ou alors vous passez votre été à vous former. C'est-à-dire que vous faites, si vous trouvez une école qui fait n'importe quoi, 2 semaines en juillet, 2 semaines en août et peut-être 2 semaines en septembre, vous faites un été booster de coaching et ça peut le faire, ça. Encore une fois, il y a la formation, il y a l'examen, l'assertif et ensuite la pratique. Pour moi, l'avantage du week-end, c'est que, de travailler à temps complet. Et ça m'est arrivé, en fait, c'est marrant. C'est que je me formais le week-end et en fait, en entreprise, je voyais toutes les incohérences de mon entreprise. Donc, je voyais les incohérences des managers, je voyais les collaborateurs qui n'étaient pas bons, je voyais le stress chez les personnes. Et je commençais à avoir cette fameuse regard externe qui me disait, ouh là là, toi, tu as besoin de coaching, là là, ça va pas. Et du coup, c'est pas mal de se former pendant l'année, donc le week-end par exemple, et de voir ce qui va pas dans votre entreprise actuelle. Comme ça vous permet déjà de vous entraîner et de voir des thématiques de coaching. Ça peut même être aussi l'objet de sujets de mémoire, par exemple, etc. Super, super. Ouais, ça résonne bien là dans l'audience. Là, on sent que Liliane nous dit, ouais, j'ai vécu la même expérience. En effet, en effet. Il y a Alima qui nous dit que ici, coach, apparemment, il y a des formations en distanciel. Je ne sais pas ce que ça Ouais, vaut. Je moi suis non plus. désolée de dire ça, hein. Mais en fait, le coaching, c'est de l'humain. Il faut être en contact, il faut pouvoir ressentir à l'instant T, avoir en face de nous la personne qu'on accompagne et ressentir à l'instant T ses émotions, l'état dans lequel la personne est. Et du coup, formation en distanciel, coaching à distance. Moi, personnellement, voilà. Donc, Reconnaissance RNCP et reconnaissance ICF.
reconnaissance RNCP et reconnaissance ICF, d'accord, entendu. Eh ben, on va creuser. Merci Alima. Alors On va creuser, oui. juste Géraldine et les autres, c'est normal qu'il y ait de la formation à distance et le Covid malheureusement nous a contraints à la distance. Donc je pense qu'il y a quand même des choses des bonnes choses qui peuvent se faire à distance. Mais encore une fois, tout va se jouer, enfin c'est un conseil, hein, lors d'un entretien de candidature. Voyez des personnes avant même de vous inscrire à distance, juste pour voir qui est derrière la fameuse école de coaching. C'est juste un conseil amical, parce que souvent, ça peut arriver qu'il y ait des organismes de formation qui proposent des choses, et puis finalement, elles ne sont pas certifiées Calliope, et puis finalement, ça s'arrête en bout de course. Donc, même si c'est du RNCP ou quoi ou qu'est-ce, c'est normal qu'on mette en avant sa valeur ajoutée, mais allez vérifier par vous-même au moins qui est derrière l'école. Ça, c'est mon conseil. Non, mais tu as raison de le dire. Ouais, d'accord. Très bien. Alors, pensez-vous qu'une ou des fragilités personnelles peuvent représenter une force dans Ah, le rôle de coach? c'est une super Merci question, ça. Johanna pour cette... Ouais, Ouais. c'est une super question. Alors, évidemment que c'est une très très bonne. Attends, attends, remonte. C'est une très bonne réponse. Enfin, c'est un grand oui en fait. La fragilité personnelle va faire après votre identité de coach. C'est une fois que vous aurez reconnu cette fragilité que vous allez en faire une force et qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de la dimension plus grande dans votre manière de coacher. Par exemple, moi je vais être tout à fait transparent. J'ai toujours un défaut d'audition depuis ma naissance. Et au début, je me disais, coacher par téléphone, ça ne va pas le faire puisque c'est de l'audition. Et ben en fait, ça, c'est une croyance. Et j'ai vérifié que le coaching par téléphone fonctionne aussi très bien. Parce que, en gros, comme j'ai un défaut d'audition, donc tout le reste, on va dire, ça me renforce. Donc, tout ce qui est sensibilité au niveau de la voix, par exemple, au niveau du débit de la personne. Et ça me donne des renseignements que peut-être d'autres ne verraient pas. Donc, en fait, il y a n'importe quelle fragilité peut vous, à condition de l'accepter et de l'admettre, et ben, ça vous fait une force derrière. Donc, ça, c'est forcément, et ça vous renforce dans votre identité et dans votre posture de coach. Donc, grand oui par rapport à ça. Est-ce que Johanna, vous vouliez nous partager quelque chose par rapport à ça ou une expérience personnelle? Oui, comment dire, j'étais presque convaincue de la réponse déjà avant de poser la question, parce que je suis convaincue que, comment dire, le vécu personnel nous a fait réfléchir sur un tas de questions, des tas de problématiques, et que donc ça devient comment dire, si on arrive à transformer tout ça, ça devient des outils. Maintenant, bon, il y a cette question d'empathie aussi. Je pense que c'est très important de pouvoir faire la distinction entre ce qui appartient à soi et ce qui appartient à l'autre. Donc, les fragilités personnelles peuvent être une force lorsqu'on a fait le tri soi-même dans ses fragilités. Par contre, on peut facilement se faire comment dire, manger par l'autre, déstabiliser par l'autre, si on n'a pas fait ce tri-là, si on n'est pas, comment dire, en quelque sorte protégé, sans rentrer dans l'histoire des chakras ou autre chose, mais qu'on arrive à, comment dire, à faire la séparation. Voilà. Ouais. C'est important, c'est important ce que vous êtes en train de nous partager justement, et c'est pour ça que au début de cet after work, on recommandait et on conseillait fortement de faire un travail sur soi. Mm. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait un travail sur soi, d'avoir justement nettoyé, hein, ça c'est le mot de Julien, et justement d'avoir fait ce travail, moi ce que je recommande c'est de le faire en collectif. Vous avez par exemple l'EPG, l'école parisienne de Gestalt, qui en week-end aussi nous permet de faire ce travail sur soi, d'être accompagné, de faire ça en jeu de rôle pour justement pouvoir dès le départ se forger une carapace pour ensuite, lorsqu'on arrive, alors c'est sûr que on devient coach, hein, on ne devient pas thérapeute, mais je veux dire, lorsqu'on est en coaching, on puisse se prémunir, comme le disait Johanna, ne pas se faire envahir par la problématique ou l'histoire de l'autre et s'être forgé une carapace
assez consistante pour justement se protéger et ne pas se laisser envahir. Ça, c'est important. Donc, merci Johanna en tout cas pour cette question. Alors, on a Amida qui nous demande quelle différence entre un superviseur et un mentor. Alors, c'est une bonne question aussi. Superviseur, il va encore avoir la posture de coach, c'est-à-dire d'accompagner et de faire accoucher les solutions aux clients. Mentor, là, on donne des conseils. Donc, un mentor, c'est plus quelqu'un qui a déjà vécu le problème. Pour moi, le mentor, c'est la posture de consultant. Il va de temps en temps être en posture de coach, mais si on voit un mentor précisément, c'est pour qu'il apporte des conseils et son point de vue par rapport au problème. Voilà la grosse différence. Donc, la supervision, c'est du coaching high level, on va dire, entre coachs et avec des années de pratique en plus. Et là, on va avoir un superviseur. Mais on est quand même encore dans la dynamique de coaching. Le mentor, c'est bon, bah, ok, j'ai bien écouté ton problème. Je te conseille de faire ça. T'en es où, machin. Et donc, on se fait. Le mentorat, c'est de l'accompagnement conseil pour moi. C'est pas du coaching. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Oui, j'aimerais poser une question. C'est Laurent. Oui, Laurent, je vous en prie. Oui, merci pour Bonsoir. bonsoir et merci pour ces explications très très claires. Moi, je voudrais évoquer l'étape un petit peu ultérieure par rapport au métier de coach. Une fois qu'on est certifié, qu'on a commencé à préparer donc ces thèmes de coaching, que ce soit pour le management, pour le développement personnel, le leadership, etc. Comment on organise son activité commerciale pour rentrer dans l'aspect organisationnel, prospection, qui dit évidemment vivre du métier de coach, dit forcément d'avoir des clients pour avoir du chiffre d'affaires. Hein. Je pense qu'on peut aussi parler ce soir de l'aspect financier de la chose, puisque c'est aussi un thème à ne pas sous-estimer. Premier volet. Et deuxième volet de ma question, c'est comment, si on n'a pas de réseau, si on est en réorientation professionnelle, comme c'est mon cas, comment se distinguer sur le métier de coach, comment se faire connaître, comment trouver des clients et avoir, je dirais, une approche qui vise le résultat et aussi l'efficacité. C'est une bonne question, Laurent. Ça fait beaucoup de questions. Hein. Ouais, non, mais c'est très bien. Désolé pour le manque de synthèse. Non, il n'y a aucun problème. Et vous avez raison de la poser. Alors, pareil, je vais dire des vérités. Hein. Donc, un coach ne gagne pas sa vie s'il fait que du coaching. Pourquoi? Parce que, surtout au début de carrière, donc ça veut dire que grosso modo, il doit faire autre chose ou plus de choses, enfin des choses à côté du coaching. Par exemple, pour ma part, moi je fais de la formation, soit en entreprise, soit dans des écoles. D'ailleurs, je crois qu'il y a une ancienne élève que j'ai dans la liste là. Donc je fais ça pour déjà, alors, être toujours à la page, être au courant de ce qui se passe, par exemple d'un point de vue du management. Mais aussi, en fait, la posture de coach, elle s'exerce, comme je l'ai dit au tout début, dans vos différentes casquettes, que vous soyez formateur, commercial ou autre. Moi, ma casquette de coach, ma posture de coach, je l'exerce dans différentes casquettes. Donc, il se trouve que j'ai eu des opportunités de faire de la formation en entreprise ou en école. Et déjà, ça, c'est Laurent, du bouche à oreille. C'est-à-dire que ça m'arrive souvent, surtout après des formations adultes. Si un salarié va aller plus loin dans une formation, et ben là, soit je lui propose moi-même du coaching, soit lui, il vient me voir à la fin et il veut du coaching. Donc ça amène des bons clients. Quand je dis des bons clients, parce qu'en général, l'entreprise est d'accord aussi pour accompagner le salarié. Donc, souvent, ça rentre, en tout cas, pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée pour faire du coaching. La deuxième porte d'entrée, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, là, je pense que Géraldine, tu as plein de conseils à donner. C'est faire des posts sur LinkedIn, c'est en parler autour de soi. Et à force d'en parler, bah, les gens vont venir naturellement vous voir pour vous faire accompagner. L'inconvénient, la difficulté, pardon, dans la démarche commerciale, c'est que surtout auprès de dirigeants ou de managers, un manager n'aime pas être approché directement pour juste qu'on lui demande de se faire coacher parce que c'est souvent encore, il y a la croyance de coach égale thérapeute, donc je vais bien, donc je n'ai pas besoin d'aller voir un psy, entre guillemets. Donc ça, il y a ce frein-là qui existe.
Donc, l'autre frein, c'est ce que je fais, c'est soit de m'adresser directement au service RH, soit faire autre chose à côté, donc soit écrire des livres, soit faire de la formation, soit éventuellement parler de thématiques qui nous plaisent en coaching par le biais, par exemple, de conférences ou de faire un podcast, par exemple, enfin, faire d'autres choses qui parlent de la thématique qui vous intéresse et ensuite d'accompagner les individus qui veulent aller plus loin en coaching. Donc là, on rentre un petit peu dans ce que j'appelle le business coaching, c'est-à-dire que grosso modo, pour gagner en tant que coach, pour gagner sa vie en tant que coach, il faut faire des choses en parallèle. Ou alors, si ça m'est arrivé et je le fais toujours à l'heure actuelle, c'est d'ouvrir son cabinet. OK. Et par contre, là, c'est être patient sur la renommée de votre nom en tant que coach. Donc, il faut accepter d'attendre 1 an, 2 ans, comme un médecin ou comme un avocat qui exerce au début en cabinet pour après avoir une patientèle ou des clients qui arrivent toujours via le bouche à oreille. Et là, j'ai parlé que d'un 5e de technique. Après, il y en a plein d'autres, mais je Il sais y en pas. a plein d'autres. Ouais. Et justement, Laurent, j'étais en train de m'interroger sur le fait qu'on fasse un after-work dédié au développement de son activité. Surtout dans votre cas. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple, moi, ce que j'ai entendu, Laurent, c'est que vous sortiez du salariat et que vous n'avez pas développé auparavant votre réseau. C'est-à-dire que là, vous arrivez sur LinkedIn et il n'y a pas de réseau. Alors que Julien, moi-même, on est arrivé sur LinkedIn au sortir du salariat et on avait déjà quand même bâti un petit réseau. Là, vous arrivez et il n'y a rien. Donc, je suis seule, je suis coach. Comment je fais pour me faire connaître, pour développer mes activités de coaching? Et ça, c'est important. Moi aussi, hein, il y aurait plein de points que je souhaiterais aborder, notamment là, les 2 premières années, c'est vous, Laurent, qui allez aller chercher les clients. Et comment je vais chercher des clients? Eh bien, au début, je vais offrir 1 ou 2 coachings, voire plusieurs coachings à mon entourage professionnel, à mon entourage même, mon cercle le premier. Et je vais offrir ces coachings en leur disant, eh ben, écoute, si tu penses vraiment que ce coaching t'a fait du bien ou si tu as grandi, si tu as évolué au travers de mon coaching, recommande-moi. Et c'est grâce à des ambassadeurs qui vont vous recommander au départ que vous allez pouvoir développer votre réseau. Là, aujourd'hui, vous, comme vous n'avez pas de réseau LinkedIn, on a beau vous dire communiquer sur LinkedIn, ça ne servira à rien. Donc, vous allez aller devoir chercher vos clients. Mais en tout cas, en premier lieu, c'est du marketing. C'est-à-dire que je vais offrir des coachings à des personnes de mon entourage que je sais influents, que je sais qui ont un gros réseau et qui vont pouvoir me recommander. Ça, c'est important. Et puis, Laurent, vous avez aussi des réseaux d'entrepreneurs comme le BNI et bien d'autres encore, où vous allez pouvoir être invité et où vous allez pouvoir développer votre réseau et vous faire connaître. Ça, c'est important. Mais en tout cas, il y a tellement de choses à dire sur ce point que je note le point et qu'on va faire. Donc, suivez-nous, suivez la page Prium Portage sur LinkedIn, c'est important. Suivez-nous aussi sur Facebook ou Twitter. Je vais lancer un afterwork sur cette thématique de comment je développe mon réseau en tant que coach ou en tant qu'indépendant pour me faire connaître au lancement de mon activité. Ça, c'est important. Alors, je rajouterais juste aussi, Géraldine et Laurent et les autres, c'est que votre unicité va faire votre marketing. Et ça, j'insiste lourdement là-dessus, c'est que si vous êtes un coach comme tout le monde, ben, ça sera difficile. Par contre, si vous développez votre spécificité, si vous êtes au naturel et que vous le montrez ce naturel, et ben c'est comme un produit. Enfin, on va acheter la personne, l'humain, plutôt que la matière de coaching. Et c'est là aussi ce que c'est difficile en même temps, c'est d'être soi-même dans la commercialisation du coaching. C'est pas simplement juste te dire bah, je vais faire ça, 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 mais en fait, quand on se fait accompagner, on a envie de se faire accompagner par l'individu et plus que par des outils en fait. Donc, c'est votre posture de coach qui va faire aussi votre succès de coach.
Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est, comme je l'ai dit, un humain, mais j'aime bien tout ce qui est cohérence, tout ce qui est cohésion. Et souvent, quand je fais par exemple des séminaires en formation, les individus repartent avec un regain de confiance en eux. Ils repartent avec oh là là, je n'avais pas vu ça comme ça, mais finalement, ça m'a permis de me trouver tel talent, par exemple, ou de savoir vraiment qui je suis. Et ça, c'est parce que ça a été ma manière de le développer ou de l'animer ou de l'accompagner. Et ce n'était pas prévu au départ. Donc, en fait, ces personnes-là, quand elles me voient, par exemple, en formation ou en coaching, moi, ça m'est arrivé, par exemple, en coaching. Donc, j'avais accompagné un dirigeant. Il avait des problèmes à la fois dans sa vie privée et dans sa vie pro. Mais c'est juste par mes questions, entre guillemets, un peu bizarroïdes, mais dans ma manière d'être, de les poser, qui a permis de débloquer quelque chose chez lui. Et ça, je l'ai su à la fin de l'accompagnement. Et quand je lui ai demandé, mais quand est-ce que ça a débloqué, elle m'a dit, bah, à la première séance, à tes premières questions. Parce que c'était ma manière de questionner ou de coacher. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que commercialiser son produit de coaching, oui, mais c'est surtout faire en sorte que les autres vous disent, bah, tiens, j'ai vu Julien, sa manière d'être, ça m'a aidé à grandir ou ça m'a aidé à trouver ma place en entreprise, etc., etc. Donc, c'est plus votre être que vous devez travailler, enfin, à mon sens, que, enfin, en plus de toutes les techniques de commercialisation qu'on verra éventuellement dans une prochaine masterclass. Très bien, oui, parce qu'en effet, il nous reste 7 minutes pour conclure cet after work. Et j'avais demandé à Julien que ce soit interactif et ça l'était. Donc, je suis très, très contente de vous avoir eu tous auprès de nous. Et j'aurais envie que ça dure, et je suis sûre que Julien aussi, Ouais, parce moi que aussi, nous voilà, sommes là, des personnes empathiques. ouais. On aurait envie que ça dure enfin, voilà, toute la soirée, mais il y a un timing. Donc, je vous ai mis dans le chat de suivre Julien Grammage sur LinkedIn et Julien Grammage Pro sur Facebook. Ouais, Je vous surtout sur propose LinkedIn, hein. Facebook, j'y vais sur jamais. LinkedIn. Je vous propose aussi de me suivre, Géraldine Jakowski, sur LinkedIn. Et surtout, surtout, connectez-vous et rejoignez la page Prium Portage sur LinkedIn, parce que des afterwork, donc pour le prochain afterwork, effectivement, de comment lancer son activité de coach et plus largement comment lancer son activité d'indépendant ou de freelance. On fera un afterwork dédié. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur le portage salarial, puisque au sein du groupe Prium, l'activité principale, c'est le portage salarial, n'hésitez pas à aller sur le site priumportage.com et vous pourrez donc avoir toutes les informations et surtout contacter nos conseillers. Et je vais laisser le mot de la fin à Julien, qui a des choses à nous dire, mais il ne pourra pas tout nous dire sur son actualité. Je te laisse la main. Alors, mon actualité, donc tout le monde, en gros, j'ai donc mon activité de coaching et aussi de celle de conférencier. Donc, j'ai une conférence à proposer aux entreprises autour de la cohésion et du management inspiré par les entraîneurs. Donc, ça peut être l'objet d'une conférence, plus après, pourquoi pas de la formation derrière. Il y a un bouquin en préparation qui devrait vraiment être finalisé, j'espère, avant fin de l'année. Et puis, si vous voulez me contacter pour que je vous accompagne dans le coaching, ça serait avec un grand plaisir. Et un grand merci à Géraldine et à Prium pour cette masterclass. C'était vraiment intéressant. Et alors, j'ai une question pour dire comment quoi se passe le partage? Le partage, c'est-à-dire? Le portage salarial. Ouais. Ah oui, Alors, le portage c'est simple. salarial, on a plein de choses à vous dire sur Ouais, le portage salarial. Ouais, mais juste tout simple, hein, depuis que je suis porté, j'ai juste à faire signer la convention avec l'entreprise et Prium pour du coaching et ça dure 5 minutes, hein, donc moi, en fait, j'ai pas à m'occuper de l'administratif et c'est Prium qui fait tout et ça me va vraiment très bien parce qu'en administratif, là, j'aurais vraiment besoin de me faire coacher, donc, mais je n'ai pas besoin parce que j'ai Prium avec moi pour tout ça. Et les conseillers sont très réactifs. Et j'ai vraiment aucun problème. Et ils me conseillent vraiment même sur l'entité, soit portage, soit formation, ça dépend des entreprises en fait. Donc, c'est marrant ce que tu dis. ça me prend 3 minutes avec Prium.
Donc, voilà. C'est marrant ce que tu dis, Julien, parce que avec Hélène Dieppe, la présidente du groupe Prium et cofondatrice de toutes les entités de Prium, on a animé des émissions chaque matin, des matinales sur Clubhouse. Et les participants de ces émissions, c'était des freelances, c'était des indépendants, c'était des coachs. Et en fait, lorsqu'on évoquait la procrastination ou voilà, la procrastination, eh bien à chaque fois, ces indépendants, ces entrepreneurs nous disaient que leur procrastination, c'était par rapport à des tâches administratives ou aux tâches comptables de l'indépendant ou du freelance. Et là, c'est exactement ce que tu me dis. Et c'est vrai que chez Prium, Prium Portage, quand on est salarié porté, eh ben, en fait, Prium s'occupe de tout l'administratif et notamment de la comptabilité. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Merci à tous et à toutes. Julien comment? Je n'ai pas eu le temps de noter, moi. Julien comment? Oui, regardez, je vous ai Grammage. noté Ah oui, de Prium. suivre Julien Grammage dans le chat. Ouais. Alima, vous avez toutes les informations. Oui, j'ai sauté une ligne. Mais c'est pas grave du tout. Avec un seul M à grammage. Merci. Arnaud, tu voulais nous dire quelque chose. Arnaud, Oui, qui est tout le à fait. directeur des opérations du groupe Prium, nous t'écoutons. On parle effectivement des tâches administratives qui sont très chronophages et en plus, il faut des fois aller chercher l'argent, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il y a aussi l'autre côté qui est quand même relativement important avec le portage, c'est la sécurité, parce que c'est vrai que ça peut permettre, en cas de rupture de charge pendant un certain temps, de pouvoir bénéficier, je dirais, des allocations chômage, de la sécurité sociale, de travailler malgré tout pour la retraite. Et ça, c'est quelque chose qui est un confort qui est totalement, il ne faut surtout pas l'oublier, parce que c'est vrai que c'est un statut qui est excessivement privilégié et qui laisse votre champ d'action et votre souhait de travailler. Donc, il faut trouver vos clients et travailler. Et c'est très, très important parce que ça vous libère de contraintes et de stress qu'on ne s'imagine pas quand on se lance dans l'activité. Donc, moi, je pousse véritablement le portage salarial parce que ça permet effectivement de travailler en toute quiétude. Voilà, pour moi, c'était mon mot de la fin. Et c'était un afterwork très intéressant. Merci Arnaud, en tout cas, qui est directeur des opérations au sein du groupe Prium. Merci de ce mot de la fin. Ça a été agréable de t'entendre. Merci à tous et à toutes. Alors, juste, je vous dis, Johanna vient de faire naître une nouvelle thématique d'Afterwork, la procrastination. Donc, on a encore plein de choses tous et toutes à se dire. Et vous savez, c'était une expérience pour nous d'ouvrir au grand public cet afterwork. Merci Julien en tout cas pour cette intervention et toutes ces informations. C'était vraiment très très riche, mais ça a été une super expérience pour nous et je pense qu'il y aura de plus en plus d'afterwork Prium qui seront ouverts au public et on vous promet les thématiques de je lance mon activité, comment développer mon activité et la procrastination. Donc, merci à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve sur LinkedIn. Connectons-nous sur LinkedIn. Suivez la page Prium Portage parce que tous les jours, on communique et on vous donne plein d'informations. Allez sur le site Prium Portage parce qu'il y a un blog extraordinaire où il y a des articles, mais vraiment, il y a des articles très intéressants sur le management, sur le leadership, qui sont écrits par nos dirigeants Vincent Ribaudot et Hélène Dieppe. Donc, à très bientôt à tous sur les Afterwork Prium Portage et du groupe Prium. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci.